prédateurs d'enfants. Depuis longtemps vous rôdez, vous vous cachez tout le temps. Aujourd'hui, on vous tient. Je viens vous annoncer que vous êtes démasqués. Nous sommes sur vos côtes. Et vous le savez, que s'il est élu, vous êtes foutus. Vous avez des sociétés secrètes. Nous avons des mouvements résistants. Vous êtes juste au-dessus de nous, au-dessus de la crête. Nous sommes en dessous, en mouvement. Nous nous sommes rassemblés. Et bientôt vous savez quel corps de près vous allez craquer. Réseau et prédateurs, nous voilà. Aujourd'hui, avec les vraies valeurs qui constituent encore ce qu'il reste d'humanité. On va venir vous chercher, là où vous êtes. D'ailleurs, on vous a trouvé, vous le savez. Vous essayez de résister, vous vous battez tant que vous pouvez, mais nous sommes là. S'il est élu, rappelez-vous, vous êtes foutus. Vous le savez. Résistez tant que vous pouvez. Nous arrivons. Le plus dur reste à venir, et le meilleur aussi. C'est maintenant. Élection, trafic d'enfants, corruption. Il est temps que tout cela s'arrête. Maintenant. De la récession de nos libertés à la manipulation du climat, les peuples du monde entier se réveillent, même si les médias mainstream n'en parlent pas. Même si le roi Macron voyage avec ses sbires sur le dos de la nation, n'oublions pas que nous avons l'insécurité, le vol, la trahison et les crimes contre la population. Et c'est de tout cela que nous allons parler, sans contrefaçon, générique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur MPLP, Mickaël pour le peuple en ce mercredi 30 octobre 2024. Nous allons commencer cette édition avec une alerte météo. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, la manipulation du climat fait rage. Et vous allez pouvoir le constater dans un instant en images. Que voilà. Nous avons donc les États-Unis sous les yeux. N'oublions pas que dernièrement, il y a eu Milton qui a fait des dégâts considérables sur une bonne partie des États-Unis. Vous voyez à l'écran le nombre de dépressions tropicales qui sont en cours de formation ou qui débutent au niveau de l'équateur et de l'océan Pacifique, mesdames et messieurs. Nous avons là à l'image la zone de perturbation, de développement de perturbations possibles. Donc vous le voyez juste au niveau de la mer des Caraïbes, avec une zone d'eau sur la Martinique, la Guadeloupe, qui est en train de s'étendre, mesdames et messieurs, un peu partout. On a reçu un message disant qu'il allait y avoir la formation d'un ouragan supérieur à Milton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je vous montre à l'écran la trajectoire qu'il est censé prendre. Donc, il partirait donc de la mer des Caraïbes pour passer par Cuba et remonter par la Floride pour longer la côte au niveau de la Caroline du Sud et venir comme ça lécher le bord de la côte des États-Unis. De l'autre côté, nous avons Taïwan, mesdames et messieurs, avec un ouragan de catégorie 5 qui va passer pile poil dessus. Là, vous avez la date du jeudi. Si je reviens à mercredi, mesdames et messieurs, tout simplement, vous voyez que l'ouragan est à peine à 200 km de Taïwan et qu'il est prévu qu'il passe dessus, vraiment en plein dessus. Mais nous voyons aussi autre chose, mesdames et messieurs. Nous voyons que cet ouragan, comme c'est le cas bien souvent, ramène avec lui une quantité d'eau incroyable. Nous allons du minimum de 10 mm à l'heure jusqu'à 30 mm à l'heure parfois. Et vous voyez, tout ça va se déverser sur Taïwan.
Donc là, je lance une alerte pour tous les habitants du secteur. Je pense que c'est déjà fait. Je ne regarde pas les actualités, mesdames et messieurs, mainstream. Donc, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là. Mais j'espère qu'ils ont été prévenus parce que nous voyons qu'au Vietnam aussi, il y a eu beaucoup d'eau depuis ce week-end d'ailleurs. Donc là, vous voyez, je vous fais un point précis sur tout ce qui est en cours et la quantité d'eau qui accompagne ces dépressions qui sont en train de se former. Donc, peut-être que certaines ne vont rien donner. Mais peut-être qu'on a là des potentiels ouragans de catégorie, on ne sait pas, de 1 jusqu'à 5. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que quand cela arrive, il y a en même temps, surtout au niveau des États-Unis, un déchaînement et un déferlement de tornades qui arrivent en même temps, ce qui rend la situation vraiment apocalyptique quand même. C'est l'apocalypse, quoi. Donc voilà, vous voyez, au niveau de la France, on a une grande, au niveau de l'océan Atlantique, on a une grande barre d'eau. Et voilà comment ça finit, sinon sur la France, nous n'avons pas trop d'eau, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Message court aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, apolitique. On veut un référendum sur le Mercosur pour la France, puisque en Europe, nous avons des gens totalement achetés, pervers, et qui en ont rien à foutre de l'écologie, puisque les nourritures qui viennent du Mercosur, c'est des OGM, c'est des bêtes qui n'ont aucune traçabilité, qui sont même encore piquées aux hormones. Donc aujourd'hui, cette visio doit faire des millions de vues. Un référendum en France pour le Mercosur. Bonne chance à cette vidéo. Avec moi. J'ai un boss avec moi. Et les taxis à Paris ont du travail parce qu'on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voiture et qu'ils puissent prendre le taxi, le vélo et la marche à pied. Donc bonne année à vous. Merci. Et la deuxième demande, en général, acceptez-vous d'être le candidat hors parti face à Marine Le Pen? Mais bien sûr. Ce qui veut dire déjà que Marine Le Pen était prévue pour être au second tour. Bon, bizarre. Je dis, d'accord, je me doutais qu'il y aurait des conditions, je me garde de les demander. La semaine d'après, j'arrive en Bretagne pour rencontrer 100 maires. J'arrive, aussitôt arrivé, le téléphone sonne. Et puis un avocat sénégalais au barreau de Paris, c'est bien que je connaissais un peu, c'est bien ce que tu veux. Tu viens chez nous. Chez vous, c'est quoi ça? Ben, au Grand Orient. Ben, j'ai dit non, j'irai pas au Grand Orient. Et pourquoi? Ben, on peut pas servir de maître. On peut pas servir la France et une société secrète. Humour, légèreté et message positif. Voici comment l'on pourrait résumer la prestation des contes à paillettes samedi à la bibliothèque de l'île Bouchard. Pendant 1 heure, les 2 drag queens ont proposé à adultes comme enfants des lectures d'histoire sur l'acceptation, un spectacle qui a séduit les petits. Je trouve qu'il était bien, ça nous fait apprendre ce que c'est les drag queens et que personne n'est différent des autres. On peut par exemple être amoureux de la personne qu'on veut, si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce que tu as pensé des personnes qui lisaient les histoires? Trop bien! C'était rigolo? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 personnes justement? Qu'ils devaient continuer de faire ça, parce que c'était bien. De leur côté, les adultes sont eux aussi sortis enchantés, satisfaits des messages véhiculés auprès de leurs enfants. Pour eux, il n'y a eu pas du tout de poser de questions, qui viendrait lire une histoire ou quoi que ce soit, rien du tout. C'était très bien et très bien raconté. Je trouve ça vraiment très très bien, ça explique aux enfants vraiment ce qui se passe aujourd'hui. C'est le monde actuel que l'on vit et je trouve ça génial. C'est expliqué dans le sens que les enfants comprennent et je trouve ça vraiment magnifique. J'ai trouvé ça superbe, très beau spectacle. Face à la trentaine de personnes présentes gratuitement et sur réservation, le duo de conteuses a donné un spectacle à son image, dans la bienveillance et le partage. Dès qu'on est en contact avec les personnes qui nous accueillent, qui sont très rassurants, qui sont très contenants, qui sont très attentifs aussi à ce qu'on peut ressentir, nous, tout est fluide. Nos critères, c'est est-ce qu'on peut exprimer notre grain de folie dedans ?
Et après, voilà, est-ce que ça coche les cases de acceptation de soi, égalité homme-femme, est-ce qu'on peut mettre un peu de diversité à l'intérieur, est-ce que Catherine Larabe peut s'épanouir avec son accent marseillais dedans? Complètement. Voilà. Les comptes à paillettes se sont déplacés depuis Paris sur invitation de la mairie. Une mairie qui n'a rien cédé aux pressions et aux intimidations de l'extrême droite contre le show. Je regrette rien du tout. Toutes ces pressions m'ont fait justement encore avancer, encore plus réfléchir et dire que oui, il faut qu'on continue, il faut continuer à amener une culture, de la culture dans nos communes, alors sous diverses méthodes. Mais celle-ci, c'était un excellent moment, aussi bien avec les enfants et avec les familles et les adultes. Une dizaine de gendarmes avaient tout de même été déployés pour sécuriser l'événement qui s'est finalement parfaitement déroulé. Bonjour, je m'appelle Séverine Dumini, je suis coordinatrice du réseau des parents vigilants. Je voudrais vous parler du scandale autour du CESE et en particulier de leur rapport publié le mois dernier sur l'éducation à la sexualité. Cette assemblée institutionnelle composée de syndicalistes, de militants, de représentants du monde associatif est censée conseiller et orienter le gouvernement et le Parlement en produisant des rapports sur différents sujets. J'ai lu attentivement le rapport qu'ils ont publié sur l'éducation à la sexualité et ce que j'y ai découvert est sidérant. Tout d'abord, ce document est complètement orienté idéologiquement. On y parle de patriarcat, on y lit que les parents diffusent des normes sexistes et des stéréotypes de genre et que, en résumé, l'école doit se charger de remettre les pendules à l'heure. Le CESE préconise même la création d'une incrimination pénale, vous avez bien entendu, à destination évidemment des parents souhaitant s'opposer à l'éducation à la sexualité à l'école. Ce rapport est également dénué de tout fondement scientifique. On n'y trouve aucune référence de pédopsychiatres qui pourraient par exemple apporter leur expertise sur l'âge requis pour parler de tel ou tel sujet. Non, rien de tout cela. On y trouve par contre des productions d'auteurs et de militants féministes ou encore de journalistes de Libé. Pire, ce rapport avance des chiffres qui sont faux. En effet, le CESE affirme que l'âge moyen de la première exposition à des contenus pornographiques en ligne se situerait vers 9-10 ans et que ça invaliderait les arguments de ceux qui souhaitent préserver l'innocence des enfants. Ce chiffre est complètement faux. En réalité, une étude de l'IFOP de 2023 a démontré que l'âge moyen de la première exposition à des contenus pornographiques en ligne est de plus de 15 ans. Avec les parents vigilants, nous dénonçons l'intégralité de ce rapport et nous refusons que nos enfants subissent la propagande à l'école. Qui disparaissent définitivement. Définitivement, des radars. Ouais. Donc ça fait combien de centaines de milliers d'enfants et de millions sur les 10, 20, 30, 40 ans? Où sont ces enfants? Moi ça me rappelle les milliers d'enfants qu'on a retrouvés sur un CD-ROM qui a été entre les mains d'un journaliste français, Serge Garde, qui a fait le boulot en 2000, qui a publié un article dans l'Humanité. Et cette affaire a été classée sans suite en 2003. Et en fait, ce qu'a révélé ce journaliste, avec l'aide d'une autre journaliste, Laurence Beneux, qui a fait un autre article dans Le Figaro à l'époque aussi, et soutenu aussi par Terre Zéro, à l'époque, qui a fait énormément de boulot là-dessus. C'est que ce CD-ROM que la justice française a fait semblant de récupérer au moment où l'affaire a éclaté. Donc, à l'époque, la garde des Sceaux, c'était Elisabeth Guigou,
qui a fait semblant à la télé de découvrir cette affaire. Alors qu'elle avait déjà le CD. Hein. Les journalistes ont réussi à prouver qu'ils avaient déjà le CD depuis 1 an. Parce que la personne qui a envoyé le CD-ROM aux journalistes français l'avait aussi envoyé à l'Élysée, et ils ont retrouvé le fait que l'Élysée a transféré le CD au ministère de la Justice. Et l'affaire a été étouffée en 2003, classée sans suite. Il y a eu un non-lieu. Voilà dans ce pays, quand il y a 8000 photos d'enfants, et des parents ont retrouvé, reconnu leurs enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est, à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, c'était difficile de créer des fausses images. Écoutez, tout ça, c'est mon ancien prof d'histoire qui s'appelait Max Gallo. Et je ne sais pas si on a le temps de raconter, ou on peut le faire une prochaine fois. Rapidement, s'il vous plaît. Max Gallo, il me dit, voilà, on était dans un avion à 10 000 km d'altitude, au-dessus des rizières de l'Inde. Et au-dessous de nous, il y avait la misère, les types qui barbotaient dans l'eau. C'était les Indiens. Et nous, c'était tout à fait différent. En bas, il y avait la misère. Nous, c'était le caviar. Il y avait Attali qui soufflait des formules au président de la République. Moi, j'étais le porte-parole de la présidente de la République, dont je notais. Et le sujet, c'était sus au capitalisme prédateur. Et alors, il y avait Attali, il y avait des petites secousses. Attali, il avait dans la main gauche, une flûte de Dom Pérignon, et il criait « Non au capitalisme sans entrailles », et dans l'autre main, il avait un toast de caviar de l'Oural. Et il y avait l'hôtesse qui essayait de servir, etc. Et il dit, j'avais envie de vomir, moi, le petit immigré italien qui voyait la France comme une parousie. Et j'ai compris ce jour-là ce qu'était l'hypocrisie d'État. Je suis parti. Bien. Pourtant de gauche, vous voyez, mais qui a évolué évidemment à droite. Et c'est au-delà, je dirais, on est au-delà des considérations droite-gauche, on est dans une appréciation du monde politique qui a géré la France pendant plusieurs décennies, et c'est tout ça qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est un aveuglement terrible, je le voyais ce matin même quand je suis allé au café discuter. Il y a un aveuglement de la population et voire une bêtise qui est accablante chez le peuple. Malheureusement, il faudra du temps pour que les intelligences s'éveillent, pour que les gens comprennent. Et je crains que la vieille génération s'est foutue, quoi. Ils sont enquistés dans leurs a priori, dans leurs idées fixes. On n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une régénération de la population, lavée de tout ce conditionnement, méfiant par rapport aux médias, méfiant par rapport à ce qu'on dit. Je voyais les vieux, ils sont conditionnés par leur BFM et ils comprennent rien, quoi. Ils sont vraiment conditionnés, ils sont robotisés. Et il n'y a même pas besoin du transhumanisme pour les conditionner, on y est déjà. Mais peut-être que il y aura peut-être, je dis bien peut-être, chez une autre génération, un instinct plus développé du discernement, je dirais, de la lucidité, de la méfiance par rapport à l'image, par rapport aux propos. Vérifier qui nous parle, vérifier la vie des gens et ce qu'ils nous disent, si c'est cohérent ou pas. Il y a plein de choses comme ça qu'on doit apprendre à faire pour progresser dans son discernement, parce que c'est le discernement. Mais ça, c'est très difficile à dire parce que le discours officiel aujourd'hui en France, notamment le discours de mes camarades intellectuels, est tellement pro-Zelensky, est tellement pro-ukrainien qu'on peut plus rien dire de nuancé. Mais la grande erreur des Ukrainiens, c'est la guerre du Donbass. C'est une immense erreur. Il y a quand même eu 15 000 morts. Poroshenko a levé une dizaine en 2014. Oui, bien après la révolution Maïdan, une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est quand même un bataillon néo-nazi, et raciste jusqu'au bout des ongles, pour aller massacrer les russophones du Donbass, qui s'étaient révoltés, qui avaient déclaré qu'ils étaient des républiques séparatistes, souvenez-vous, à Louhansk. Moi, Zelensky n'est pas un type bien. Voilà, Poroshenko, il a combien de procès aujourd'hui? Il a 4 ou 5 procès. Lisez les Pandora Papers. Zelensky est un homme d'affaires véreux, faut quand même le dire. C'est ce que disent les Pandora Papers, j'y peux rien. Et certains observateurs, notamment
notamment quant à rentrer ou pas dans l'Union européenne. La corruption fait partie des maux de l'Ukraine aujourd'hui qui l'empêchent peut-être aussi d'aller plus loin. C'est d'abord et avant tout la corruption de ce pays et de ses dirigeants qui empêche de rentrer dans l'Union européenne. Bon, lisez les Pandora Papers, c'est pas moi qui le dis, il faut quand même s'informer de temps en temps, on peut pas faire que de la moraline à 3 francs la botte. Bon, l'Ukraine a été par ailleurs le pays le plus antisémite de toute l'histoire de l'humanité. Les pogroms en Ukraine, c'est là que ça commence. J'ai fait le discours d'honneur pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. J'ai rappelé, c'est le pogrom d'Odessa en 1903, mais c'est une abomination absolue. Voilà. Et donc, après, l'histoire mais même en 2006, le grand rabbin d'Ukraine demande aux Juifs de quitter les grandes villes parce qu'il y a des retours antisémites. Alors, Zelensky est juif, évidemment, et donc ça, c'est une. Mais néanmoins, on a affaire à une Ukraine qui est extrêmement corrompue et qui a commis l'immense erreur de déclencher cette guerre du Donbass. Vous savez, ça aurait été Medvedev président à la place de Poutine, ça aurait été pire pour l'Ukraine. Voilà. N'oubliez pas que Medvedev ne cesse de dire « utilisons les bombes à neutrons » et il reproche à Poutine d'être un mou. Et je parle pas de Kadyrov, ce serait 1000 fois pire. Voilà. Et donc on a affaire, si vous voulez, à une lutte fraternelle entre l'Ukrainien et Russes qui parlent la même langue d'ailleurs. Les Ukrainiens parlent aussi le russe, ils parlent pas que l'ukrainien. Et donc il y a un moment ou un autre, il y a presque 600 000 morts pour rien. Rien. Entre eux. Vous allez le dire, Poroshenko, c'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre du Donbass, c'est Poroshenko, qui lui vraiment est, alors franchement, c'est l'homme d'affaires véreux, mais alors véreux de chez véreux et véreux, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, et c'est pas moi qui le dis, c'est les tribunaux ukrainiens qui le disent, c'est pas les tribunaux russes. Hein, bon, et donc ce type a déclenché la guerre du Donbass. Il y a eu 6000 civils ont été assassinés parce qu'ils parlaient russe, parce qu'ils étaient pro-russes, parce qu'ils étaient favorables à des républiques séparatistes. Bon, il fallait appliquer les accords de Minsk. Voilà, les accords de Minsk prévoyaient des élections libres dans ces territoires. Jamais l'Ukraine n'a voulu le faire. Voilà. Donc je suis désolé de le dire. Alors je sais, je vais me faire pulvériser sur les réseaux sociaux par les moralistes. Mais vous en avez l'habitude. Oui, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Ouais. C'est demander la politique, à notre camarade. Je rencontrais un dentiste à Nice la semaine dernière. Il me disait aujourd'hui l'aide médicale d'État permet d'avoir 16 couronnes dentaires payées à un étranger. Voilà. Est-ce que c'est un soin d'urgence que d'avoir des couronnes dentaires complètement refaites? Et il me dit, des retraités qui n'ont pas de complémentaire, eux ne peuvent pas avoir accès à ces soins qui sont totalement gratuits pour un étranger en situation irrégulière. Du taux de la sécurité sociale. C'est ça qui est pas supportable. C'est ça qui n'est pas acceptable. Dans la vie, il y a des dates, il y a des faits. C'est embêtant, mais c'est comme ça. J'avais dit, au début de la campagne électorale, qu'il y aurait à l'issue de ce scrutin ni vainqueur ni vaincu. La souveraineté est une idée qui a exclusivement à voir avec le fait de délibérer et de décider. La souveraineté, c'est que nous décidons. Ce ne sont plus les puissances divines qui nous dictent ce que nous devons faire, ce ne sont plus leurs envoyés spéciaux, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est cela et cela seulement. Attendez, je suis à Leclerc. Je voulais juste des crottes au chocolat. 20 € la boîte. C'est une blague. Cargo, 14 €. 17 € une grosse boîte comme ça. 33 €. Oh non, mais alors là, c'est de mieux en mieux, putain. Mais bon, c'est un vrai business, quoi. 11 €. Ah ouais, petite boîte comme ça. Oh là 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 là. Je sais pas, il y a que moi que ça choque. 17 € une boîte comme ça. Et là. Qu'en est-il des mammographies? La mammographie est-elle susceptible de diagnostiquer un cancer du sein chez les femmes qui n'en sont pas atteintes? Nous disons toute la vérité sur cette question. Il y a eu une manipulation de la science et un phénomène très dangereux appelé surdiagnostic, qui a réellement touché des millions de femmes au cours des 30 dernières années, en particulier en ce qui concerne le cancer du sein. En effet, on a convaincu les femmes que si elles se soumettaient à un dépistage par mammographie au rayon X, même si elles ne présentaient aucun symptôme, cela les aidera à long terme.
qu'elle courait moins de risques d'avoir un cancer si détecté. Détection précoce, meilleure protection. Exactement. Ils ont un mème pour cette prévention, alors qu'en fait, vous exposez vos seins à un type de rayonnement connu pour avoir un risque plus élevé de causer un cancer du sein. En particulier si vous êtes porteuse de mutations génétiques BCRA1 et 2 qui inquiètent tant les gens parce qu'elles vous empêchent de vous protéger contre les dommages induits par les radiations. Ainsi, selon une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine au cours des 30 dernières années aux États-Unis, le surdiagnostic a permis de diagnostiquer le cancer du sein à un stade précoce chez 1,3 million de femmes qui, techniquement, n'ont jamais eu de cancer susceptible de causer des dommages. C'est ce qu'on appelle le carcinome canulaire in situ, ou cancer de stade 0, que l'on a assimilé à un véritable cancer, ce qui, nous le savons maintenant, n'est pas le cas. Cela signifiait donc que l'on procédait à une mastectomie ou à une tumérectomie standard avec irradiation et chimiothérapie, des produits comme le tamoxifène, suivis par des thérapies hormonales suppressives comme l'aramidex. En gros, on a affaire à une sorte d'holocauste médical, car ces femmes ont dû faire face au diagnostic du cancer qu'elles n'avaient pas, au traitement de ce cancer, à la stigmatisation et à tout le stress émotionnel, psychique et spirituel qui en découle. Et selon les statistiques, l'industrie leur a dit qu'elles avaient sauvé leur vie, alors qu'en fait c'est tout le contraire qui s'est produit. Elles en viennent donc à se rallier à l'agresseur comme dans le syndrome de Stockholm. Et des millions de personnes participent aux marches de sensibilisation sans réaliser que ces entreprises les financent et gagnent de l'argent avec les médicaments. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los BRICS es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo. Para todos, muito boa tarde. Nesta altura estamos em direto aqui em frente ao edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras, onde há uns minutos atrás um homem armado com uma katana decidiu invadir o edifício dos Passos do Conselho aqui na cidade de Torres Vedras. Nesta altura, todos os funcionários do município estão na rua. Segundo a informação recolhida junto ali das autoridades, nesta altura o indivíduo que invadiu o edifício dos Passos do Conselho está escondido dentro do próprio edifício, procurando nesta altura as forças policiais, tentando encontrar este homem que durante a hora de almoço decidiu invadir o edifício dos Passos do Conselho. A Câmara Municipal de Torres Vedras nesta altura está de portas fechadas, como podem ver, duas ambulâncias aqui à porta, carro dos bombeiros voluntários de Torres Vedras e carro também da PSP estão aqui, e todos os funcionários que têm hora agendada para entrar às 2 da tarde estão fora do edifício. Praticamente toda a gente aqui fora espera-se e procura-se nesta altura o homem que invadiu então o edifício dos Passos do Conselho com uma katana, como eu disse há pouco, aguardando-se a todo momento que este homem seja detido e que tudo regresse à normalidade aqui dentro do edifício dos Passos do Conselho na cidade de Torres Vedras. Foi uma situação que aconteceu há minutos atrás. Nesta altura procura-se o indivíduo, segundo fonte da PSP e segundo fonte também aqui da própria Câmara Municipal, andam à procura do homem, que o homem está escondido dentro do edifício. Portanto,
não sabemos os pormenores e o porquê desta atitude, nesta tarde de segunda-feira, aguardando-se naturalmente mais desenvolvimentos. After being taken to a hospital for a drug overdose, Anthony Hoover woke up in the middle of having surgeons cutting him open to harvest his organs. Hoover's sister noticed his eyes open and look around with emotion, but she was told that it was just reflexes. The staff told his family that Hoover had given permission for his organs to be donated and that he was declared to be brain dead. But according to a witness, he woke up, began thrashing around, crying, and making attempts to speak, which was ignored by doctors at first. An hour later, the doctors finally stopped because he was showing too many signs of life. Hoover is now recovering from these wounds. This is not an abnormal event. In the medical industry, there is a huge demand for living organs, which is why the term brain dead was invented. The way it occurred was that Christian Bernard did the first heart transplant in South Africa in 1967. 3 days later, they did the second heart transplant. And you don't know where that is, but I'll tell you. It was done in Brooklyn, New York. And what they did is they cut the beating heart out of a 3-day-old baby and transplanted it into an 18-day-old baby. And at the end of their surgeries, a short time after the end of their surgeries, both of those babies were dead. It was illegal, it was immoral. And so they had to do something to make it legal. And so what they did is they set up a committee at Harvard, and the committee invented brain death. The committee did not do studies on dogs or cats or rats. They didn't collect data on human beings, they just invented brain death. It doesn't get better. It keeps getting worse after that. Then a lot of people think that brain death means flat brainwaves. They're not even required to do brainwave testing. The way they did that, they studied 9 patients, and 2 of the 9 still had brainwave activity. And then they concluded no longer is it necessary to look at brainwaves, so it's not required to look for brainwave activity. So when they're doing the transplantation on people they say are brain dead, they're all alive. They give paralyzing agents when they take the organs so that they don't move and they don't squirm. So horrible. And even if they don't move and don't squirm, when they cut on them, their heart rate goes up and their blood pressure goes up, which is the response to pain. But they can't demonstrate that they have pain. Because they're paralyzed. They medically paralyze them. Yeah. So they can't respond by... Right. That's horrible. Horrible, horrible. And it gets really bad if you pay attention to it. Apparently, we are having a human organ shortage. The United States has a very severe organ shortage. Every year there's over 100,000 people waiting for organs, and there's additions on a weekly basis to that list and fewer people coming off the list. And so we're in this constant state of crisis trying to find organs for people in need. The demand for young, healthy human organs is much greater than the available supply. And while we are mostly told about the life-saving aspect of organ donation, private industry is hungry for young living bodies too. Medical research personnel call these beating heart cadavers. And according to MIT Technology Review, donated bodies are powering gene-edited organ research. As more and more young people overdose on fentanyl, the human organ business gives thanks. An unexpected silver lining to the epidemic of drug overdose deaths. Drug overdoses are now one of the leading causes of death in organ donors, especially among young people. Drug overdoses have spiked since the opioid epidemic started sweeping the nation, and health experts say the only silver lining has been the increase in life-saving organs for transplants. Organ donors who have died from drug overdoses have increased by 500%. 500%, that's huge. That's huge.
a trend they really started to notice 4 years ago. Klassen said it started in New England, spread through Appalachia, then to the upper Midwest, now claiming the lives of those all across the country. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese.